Bien, bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde donc qui va nous tenir pendant 1 heure et quart. Donc il sera question de la prise en charge du grand âge et de la perte d'autonomie qui en découle parfois. Je suis avec nos trois intervenants qui sont sur scène pour aborder ces questions-là avec nous. Donc évidemment, le sujet qui va nous occuper principalement, c'est la création de cette cinquième branche qui a vocation, donc cinquième branche de l'assurance maladie, qui a vocation à prendre en charge cette question du grand âge. Donc on va voir ce que ça change, ce que ça devrait changer, comment est-ce que ça peut être financé. Voilà, tout ça, on en parlera donc avec nos trois intervenants. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas présents aux tables rondes précédentes, je vous indique, plus que je ne vous rappelle, que vous pouvez poser évidemment toutes vos questions. Donc en haut à droite, vous voyez normalement un onglet questions. Donc, vous pouvez poser toutes les questions. C'est moi qui me chargerai de suivre l'évolution de ce fil et de retransmettre les questions au fur et à mesure de la discussion aux intervenants que ça concerne. Vous pouvez également voter pour les questions d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire que nous, les questions qui ont le plus de votes remontent en haut du fil. Donc, ça permet de éventuellement poser plus rapidement les questions qui intéressent le plus grand nombre d'entre vous. Voilà, et puis pour le reste, n'hésitez pas sur le chat à nous signaler le moindre problème de son, etc., qui peut malheureusement se présenter dans les circonstances particulières des JEA numériques. Donc voilà, je vais maintenant passer la parole dans un premier temps à Jérôme Voiturier. Donc vous êtes directeur de l'UNIOPS, c'est vous qui allez avoir la lourde tâche de prendre la parole en premier. Donc vous êtes l'UNIOPS, je rappelle, donc c'est l'Union nationale qui regroupe donc, par le biais d'antennes régionales plusieurs milliers de structures privées à but non lucratif, donc du secteur social, médico-social et sanitaire. Donc vous allez peut-être dans un premier temps revenir sur une distinction qui peut paraître assez technique, mais qui sera importante pour le déroulé de la discussion par la suite. Une distinction entre ce qu'on appelle cinquième branche, que j'ai juste évoqué à l'instant, et cinquième risque de dépendance. Merci, j'espère qu'on m'entend parce que j'ai quelques problèmes techniques. Vous m'entendez? Là, c'est très bien. Parfait, merci. Je vous remercie pour l'invitation. Permettez-moi, avant de commencer, de m'associer à l'hommage qui a été fait ce matin à Philippe Frémaux. Très bel hommage. Hommage je m'associe au nom de l'UNIOPS, mais aussi à titre personnel, parce que pour une génération dont je fais partie, il a été quand même un des grands. Il nous a permis de voir que l'économie était une science humaine et que pour tous ceux qui s'intéressent à la transformation sociale, il fallait maîtriser les concepts économiques. Il a su le faire avec brio et nous faire comprendre des concepts qui étaient parfois difficiles. Je vais revenir tout de suite sans transition, comme on dit, à votre question. Et comme disait un homme politique, vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Donc moi, plutôt que parler de dépendance et grand âge, je voudrais parler d'autonomie qui regroupe à la fois les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Pourquoi je reviens là-dessus? Parce que on est à l'heure actuelle à la croisée des chemins. D'ailleurs, le débat sémantique entre cinquième risque et cinquième branche le montre bien. Si on revient à la création de la sécurité sociale, c'est un compromis. C'est un compromis entre une volonté universaliste du CNR et les partenaires sociaux qui ont été amenés à gérer cette protection sociale, qui se sont intéressés à la question de l'emploi particulièrement. Et les risques en découlent. Vous avez bien sûr le risque assurance maladie pour les salariés qui sont en arrêt maladie. L'accident du travail, ça semble évident. Le risque retraite, qu'est-ce qu'on fait des salariés qui, une fois qu'ils ont fait toute leur carrière, peuvent partir à la retraite. Et le risque famille, c'est aussi comment on compense l'événement familial dans une vie professionnelle, avec une politique démographique d'inclusion ou pas des femmes dans le marché du travail. Ce compromis, il montre bien que la question de la dépendance, alors la dépendance liée au grand âge, c'est pas la retraite, c'est autre chose. La dépendance liée au handicap n'est pas conçue au départ. Il faut attendre les années 50 pour que soient créées les structures d'emploi pour les personnes en situation de handicap. Vous noterez par ailleurs que dans les risques initiaux, il n'y a pas le chômage, parce qu'on est dans une période de plein emploi.
vous remarquerez qu'il n'y a pas la question de la pauvreté, puisque la question de la pauvreté ne se pose pas dans ces termes qu'ils sont actuellement, puisqu'on imagine que la société et les 30 glorieuses vont éradiquer la pauvreté. Vous n'avez pas la question du handicap. Parce que les personnes en situation de handicap ne sont pas sur le marché du travail. Donc, on va continuellement être entre deux eaux, risque et branche. Bon, à un moment, il faut définir les termes. Le risque, c'est ce que la société collectivement accepte de prendre en charge comme aléa. La branche, c'est le tuyau, on va dire, institutionnel et financier qui va permettre de répondre à ce questionnement. On a pour le handicap et la dépendance liée à l'âge un amalgame, j'oserais dire, de dispositifs qui se créent, mais pas de conception collective de la question de la dépendance ou de l'autonomie. Dépendance et autonomie, c'est l'un et l'autre sont vus d'un côté positif ou négatif. Il faut attendre l'arrêt Perruche de 2000 pour que la question de la conception collective du handicap soit perçue. L'arrêt Perruche, très rapidement, et je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, l'arrêt Perruche, c'est une femme enceinte qui a un diagnostic de rubéole qui n'est pas décelé par son médecin, qui va ensuite accoucher d'un enfant en situation de handicap. Elle va attaquer en justice sur la question de la faute du médical lié à son propre état, mais aussi également attaquer au nom de l'enfant sur son enfant, sur le risque, l'impossibilité qui lui a été donnée de ne pas naître. À travers ça va naître un débat passionnant, je l'ai vécu de très très près, qui va aboutir à l'article 1 de la loi Kouchner, loi du 4 mars 2002, dit loi Kouchner, sur est-ce que le handicap est un risque ou pas au sens de la protection sociale. Il faut attendre 2005 pour que le président de la République le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, remette sur le tapis la question de la 5e branche ou de la 5e risque, et je fais un saut dans l'histoire, on arrive au rapport Vachey. Le rapport Vachey est très intéressant parce que à la fois, il pose des questions, il pose la construction juridique d'un risque avec des valeurs, mais également l'architecture qui va être l'architecture de la branche. Or, à l'heure actuelle, on a dans les débats parlementaires, on est toujours en attente. Je crois que Patrick Outroni l'a dit dans la table ronde précédente que j'ai suivie. On est toujours dans l'attente de savoir quid de la grande loi autonomie. Mais on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. On va très certainement vers une 5e branche et non pas vers un 5e risque. Et la différence est simple, c'est que si c'était un 5e risque, il y aurait toute une conception à minima de prise en charge, comme peut l'être l'assurance maladie. Et une 5e branche, ça va être un agglomérat de dispositifs déjà existants. C'est ce qu'on a à l'heure actuelle. La loi de financement de sécurité sociale qui a été votée, qui est encore en cours de discussion, puisqu'elle sera en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à partir de lundi, ça n'est que des dispositifs qui existent dans des branches différentes, qui sont agglomérés pour créer une 5e branche. Mais on n'a pas de conception institutionnelle, conception de solidarité nationale sur la question de l'autonomie. Et on reviendra sur ce sujet-là aussi par la suite. Merci pour cette première introduction. Marie-Reine, je me tourne vers vous désormais. Donc, vous êtes présidente de l'UNA, l'Union nationale de l'aide, des soins et des services à domicile. Donc, évidemment, vous allez aborder cette question avec un prisme spécifique qui est donc celui des services qui sont réalisés à domicile. Donc, là, évidemment, pour justement préserver cette autonomie-là, donc que ce soit pour des personnes, effectivement, vous l'avez signalé en introduction, âgées ou des personnes handicapées, ça, le volet concerne ces deux publics-là. Donc, vous allez peut-être revenir sur la situation spécifique des salariés de ce secteur et évoquer aussi, une fois qu'on a parlé de cette 5e branche éventuellement définie au niveau national, se pose la question de sa déclinaison au niveau des territoires. Et là, c'est pas forcément non plus évident. Il y a des compétences qui sont au département. Il va falloir trouver des organisations au plus proche des publics. Donc, il y a des sujets qui se posent là-dessus. Et c'est un sujet, évidemment, ça qui sera important, sur lequel on reviendra même au cours des discussions, au-delà du propos introductif, mais peut-être juste planter le décor là-dessus.
Merci. Je voudrais également m'associer à l'hommage à Philippe Frémont parce que nous avons eu un long chemin ensemble entre UNA et puis Philippe et puis également Alternative économique d'ailleurs, hein, bien évidemment. Donc c'est vrai que pour nous c'est une grande tristesse de le voir partir. Et je n'en dirai pas plus, mais c'était important qu'on puisse évoquer sa mémoire. Sur les questions que vous avez posées, alors cinquième branche, cinquième risque, effectivement, Jérôme a bien planté le décor parce que il était annoncé dès le départ que le PLFSS, la loi de financement de la sécurité sociale au débat en ce moment, n'était qu'une base d'architecture, mais qu'elle était forcément incomplète de ce que devait être ce cinquième risque. C'était ça le discours. Et effectivement, aujourd'hui, on voit bien que l'architecture, elle est incomplète parce que encore aujourd'hui, on ne sait pas bien quel est le périmètre et quels seront les moyens. Alors le périmètre, c'est quoi? C'est d'une part ce qui concerne les personnes en situation de handicap, ce qui concerne les personnes âgées. OK. Mais dans tout ça, il y a ensuite la manière dont on accompagne ces personnes-là. Et est-ce que c'est en établissement? Est-ce que c'est à domicile? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que tout est compris dans la nouvelle branche de sécurité sociale? Et c'est là où ça pose question. Parce qu'effectivement, quand on regarde le rapport Vachet, et là, pour l'instant, le PLFSS ne tranche pas là-dessus, on voit bien qu'il se pose des questions, savoir si, par exemple, on prend en compte tous les financements relevant des personnes, enfin de l'accompagnement des personnes âgées et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, y compris les financements provenant des départements pour cet accompagnement. Or, le rapport Vachet pose la question de dire, mais est-ce que l'inclure complètement dans la branche et donc le faire passer chaque année en PLFSS, est-ce que ce n'est pas faire quelque part, est-ce que ce n'est pas, comment dire, aller contre la libre administration des collectivités? Nous pensons que non, ce n'est pas aller contre la libre administration des collectivités parce qu'effectivement, on voit bien que dans certains cas, on en fait fi et que ça ne pose aucun problème législatif. Mais nous pensons qu'il faut que la totalité des financements soit bien incluse dans la branche, sinon l'inéquité sur les territoires que l'on observe aujourd'hui, notamment sur le domicile, nous la retrouverons de toute façon, cinquième branche ou pas cinquième branche. Donc il faut qu'on regarde l'ensemble. Et puis, quid des moyens? Parce que au-delà de cette partie-là, quid des moyens? Parce que si la cinquième branche, c'est juste une addition des moyens existants aujourd'hui, on n'y gagne pas grand-chose. Or, aujourd'hui, quel que soit le secteur dans lequel on se positionne, grand âge ou handicap, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a un problème de moyens. Donc, le fait de juxtaposer ces moyens ne nous donnera pas plus d'air. Il faut trouver d'autres moyens pour cette branche. Et là, ça pose aussi des questions. Donc, vous voyez, on a à la fois cette question de périmètre, cette question de moyens, et puis après vient la question de la gouvernance et donc de la déclinaison sur les territoires. Et ça, c'est encore une autre étape. C'est la gouvernance par rapport à la CNSA, qui est la nouvelle agence, enfin, la CNSA réformée, qui va être l'agence qui va permettre la gestion de cette nouvelle branche. Mais quelle déclinaison sur les territoires? Quelle gouvernance en lien avec les usagers, en lien avec les fédérations, en lien avec les départements? Donc, ce sont tous ces éléments-là qu'il est important de pouvoir balayer au cours de notre table ronde, je pense. Merci beaucoup. Effectivement, on reviendra longuement sur ces questions de financement et de gouvernance. Hein, c'est les deux principales questions, je pense, qui vont nous animer pendant cette heure de discussion. Pour conclure le tour d'introduction, je me tourne vers vous, Dominique Monneron, maintenant. Donc, vous êtes présidente du directoire de la Fondation Partage et Vie, qui gère plus d'une centaine d'établissements en France. Donc, pour vous aussi, est-ce que vous partagez ce constat que pour l'instant, la cinquième branche est un peu, si je le résume rapidement, comme une coquille vide pour l'instant?
Bonjour à tous. Non, je ne dirais pas une coquille vide, mais bien sûr, je partage les constats de Marie-Reine Tillon et de Jérôme Voiturier. Je crois que ce qui est important, et je le dis d'un point de vue qui est le point de vue d'un opérateur qui intervient principalement dans l'univers des personnes âgées dépendantes, enfin en perte d'autonomie, mais également auprès des adultes handicapés et donc en perte d'autonomie du fait de ce handicap. Euh, je crois que la cinquième branche elle montre, c'est une décision qui est une décision qui consiste à dire dans quel cadre on traite les risques dont il s'agit. Mais on ne peut pas dire que c'est une coquille vide, puisque il y a déjà évidemment toute une série de financements et de processus qui existent, et heureusement, déjà, et c'est ce que montre le rapport Vachet, elle est l'agrégation de toutes ces dépenses. Je voudrais rebondir sur ce que disait Jérôme. Ma lecture des choses, c'est de dire que cette cinquième branche, cette loi qui a été adoptée, effectivement, elle indique avant tout un changement de point de vue qui me paraît très important. Nos activités dans le domaine de l'âge et du handicap relèvent aujourd'hui du code de l'action sociale et pas du code de la sécurité sociale. D'accord. Et ça voulait dire quelque chose de l'origine du risque que l'on traitait et de l'état d'esprit dans lequel on traitait ce risque. C'est-à-dire que considérer jusqu'à maintenant que la lutte contre la perte d'autonomie, qu'elle relève du grand âge ou qu'elle relève du handicap, relevait de l'action sociale, c'était inspiré de ce qui historiquement a été la raison pour laquelle on a pris en charge ces situations et qui était la logique de secours aux indigents. Hein. J'emploie à dessein le terme parce qu'il permet de se repérer. Hein. C'est d'une certaine façon, nous sommes les héritiers des hospices, des œuvres de bienfaisance, etc., et qui existaient bien avant la sécurité sociale. Mais où l'idée était de dire, face à un risque qui est un risque individuel, il y a des personnes qui peuvent supporter ce risque et qui vont avoir les moyens de compenser leur perte d'autonomie en employant toutes les aides dont elles ont besoin, etc. Et puis les autres, individuellement, ils sont dans le besoin et il y a une puissance publique qui vient secourir les personnes dans le besoin en les aidant. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, on relève du code de l'action sociale. Et je pense que le message qui consiste à dire aujourd'hui, on relève d'une approche qui est une approche de type sécurité sociale, et j'ai vu Jérôme réagir. Bien sûr qu'une partie de nos financements vient de la sécurité sociale et donc relève bien de cette logique-là, mais quand même, ça éclairera aussi les questions qui sont les questions de gouvernance, par exemple. C'est-à-dire que je crois que dire qu'on est aujourd'hui un risque social considéré comme un cinquième risque de la sécurité sociale, qui figurera désormais dans le PLFSS, c'est nous mettre dans les logiques de l'assurance, de la sécurité sociale, qui est une logique d'assurance collective, et qui est une logique d'assurance collective universelle. C'est-à-dire que on sort d'une logique où on ne couvrirait le risque que pour les personnes les plus démunies, et de même que l'assurance maladie a une vocation universelle, la couverture du risque de perte d'autonomie, elle doit être universelle. Et quand on dit qu'elle doit être universelle, là aussi on va y revenir, elle est universelle à la fois en ce qu'elle concerne l'ensemble de la population, et pour laquelle on reconnaît qu'il y a un besoin de compensation du risque encouru. Elle est universelle au sens où tout le monde concourt à son financement, qu'il soit victime de ce risque ou pas, et donc avec une dimension d'assurance
qui doit être le plus possible mise en œuvre. Et encore une fois, nos dispositifs d'assurance, ils peuvent être des dispositifs publics, ils peuvent être des dispositifs plus ou moins privés ou mutualisés. Cette approche de sécurité sociale, elle veut dire que c'est aussi universel au sens où il faut répondre à ce besoin, quelle que soit la situation des personnes. Et Marie-Reine évoquait tout à l'heure la question du domicile, établissement dont on va reparler. Tout ça, c'est au fond différents lieux où ce risque doit être couvert par l'organisation de la branche. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est une première approche qui est importante, qui permet de se dire, on va avoir une approche du risque qui est très globalisante. Là, aujourd'hui, on a une approche qui est quand même beaucoup plus une approche parfois en tuyau d'orgue avec toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, pour finir de vous répondre, donc non, aujourd'hui, ce n'est pas une coquille vide, mais ce n'est qu'une agrégation. C'est-à-dire que l'instauration, la création de la 5e branche revient à dire qu'on a un pilote dans l'avion maintenant qui est identifié, qu'est la CNSA comme la CNAM pilote le risque assurance maladie ou la CNAV le risque vieillesse. Mais au-delà de ça, on n'a créé aucune ressource nouvelle. On en est encore à se poser la question de quels sont les financements qu'on met dans l'enveloppe globale pour dire qu'elle fait 43 milliards ou je ne sais plus combien, etc. Mais pour l'instant, on ne change pas les conditions dans lesquelles ce risque est pris en charge. Et du coup, évidemment, cette 5e branche n'est qu'un début d'une politique de compensation de la perte d'autonomie qui doit à l'évidence être améliorée et dans sa gouvernance et dans son financement et même dans sa conception universelle. Voilà, peut-être que c'est ça que je dirais les choses en introduction. Merci beaucoup. Je rebondis du coup sur les aspects de financement qui sont importants. Donc vous avez indiqué que c'était donc pour l'instant pas totalement vide puisque c'était une branche qui quand même avait reçu des financements issus de part et d'autre, voilà, qui était l'agrégat de différents dispositifs déjà existants. Est-ce qu'on pourrait préciser du coup ce qui a été intégré pour l'instant et qu'est-ce qu'on pourrait envisager de rajouter parce que le constat, je crois que c'est Marie-Reine qui avait indiqué tout à l'heure qu'il y avait un manque de moyens qui était flagrant. Comment est-ce qu'on ajoute à, pour l'instant, ces agrégats un peu disparates des modes de financement plus conséquents et plus massifs? Donc, je ne sais pas si Jérôme Voiturier ou Marie-Reine Tillon, vous souhaitez réagir sur ce point. Qui veut prendre la parole en premier? Donc, peut-être pour rappeler déjà quels sont les agrégats qu'on a dans cette branche pour l'instant. Alors, le micro n'est pas allumé par contre. C'est bon là? Voilà, bon. Non, il y a plusieurs agrégats. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Il y a des agrégats qui viennent de l'assurance maladie, bien sûr. Il y en a qui viennent de la branche famille. Dans les grandes masses, en tout cas. Dans les grandes masses, on était de mémoire et sur du rapport Vachet, je crois qu'on était sur l'idée que les agrégats hors agrégés avant, on devait être sur 38 milliards, je crois, et on doit être à 41 à l'heure actuelle. Non, 28, 31, et le rapport Vachet arrivait sur 41 nécessaires. Deux remarques, si vous permettez. La première, j'entends ce que dit Dominique, que ça dépend de l'action sociale. Il y a comme un acteur important qui n'est pas aussi important dans les autres branches ou risques, c'est l'aspect décentralisé. C'est pour ça qu'on est dans le code de l'action sociale, c'est que à 50%, c'est une politique nationale, mais aussi avec des acteurs territoriaux qui ont une part prépondérante et considérable. Et sur le financement, il y a un vrai problème, c'est-à-dire autant on a réussi à quantifier le besoin pour la dépendance liée à l'âge, autant sur la dépendance liée au handicap, on n'a pas d'outils solides qui nous permettent d'avoir une connaissance précise du besoin.
à ce propos, on est membre du collectif handicap et voilà, on se pose la question de savoir, le rapport Libaud montre très bien le besoin financier pour le grand âge, mais on n'a pas l'équivalent du rapport Libaud pour le handicap sur les besoins. Et qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui empêche la quantification pour ce qui est lié aux situations de handicap? Est-ce qu'il y a des choses évidentes? Pas à ma connaissance. D'accord. Pas à ma connaissance. Et donc, du coup, je vous laisse enchaîner donc, sur peut-être les. Vous avez donc rappelé ce qui avait été intégré comme financement pour l'instant à cette branche. Qu'est-ce qu'on pourrait, ou je ne sais pas si Marie-Anne veut prendre le relais peut-être, mais qu'est-ce qu'on pourrait intégrer de plus conséquent maintenant qu'on a. Il y a déjà, Jérôme parlait du handicap, c'est vrai qu'il faut que l'on voit, mais là, il y a des écoles un peu différentes sur ce que l'on intègre en matière de handicap. Parce que, par exemple, les allocations parentalité, les allocations adultes, allocations d'accompagnement jeune enfant, voilà, l'AEH, je cherchais le terme, merci. Ces allocations-là, il y a vraiment des écoles très différentes de savoir si on les intègre ou pas. Or, nous sommes un certain nombre à dire il faut pouvoir intégrer tout ce qui relève du handicap, de l'accompagnement du handicap, si on veut vraiment faire une vraie politique autonomie qui intègre tout ce qui relève du handicap et tout ce qui relève du grand âge. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et comme je le disais tout à l'heure, et Jérôme a rappelé que c'était un peu particulier cette branche-là, parce que du coup, on touche aussi à à des éléments qui relèvent de compétences de collectivités territoriales. Donc c'est vraiment quelque chose. On a une branche qui est un peu hybride là quand même, hein, par rapport. Dominique faisait état de la construction des branches, des différentes branches de la sécurité sociale et de l'universalité des risques jusqu'à maintenant. Et là, on a quelque chose qui est complètement hybride, de par les moyens. Parce que du coup, ça ne ressort pas de cotisation en tant que telle. On n'a pas de cotisation de sécurité sociale de cinquième risque. Donc, c'est quelque chose de très particulier et très particulier aussi parce que l'on touche aux compétences de collectivités territoriales. Donc, effectivement, là, on a fait quelque chose, un outil très particulier, mais pourquoi pas, mais à la condition d'essayer de se mettre d'accord sur les moyens supplémentaires nécessaires. Alors effectivement, déjà, il faudrait pouvoir prendre en compte l'ensemble des moyens qui ont été répertoriés, des besoins qui ont été répertoriés dans les différents rapports, et ça ne manque pas quand même, hein. Les rapports grand âge ne manquent pas. Que ce soit le rapport El Khomri, le rapport Libaud, on pourrait sortir un certain nombre d'autres rapports parlementaires, il n'y a pas de souci. On a moins d'éléments, certainement, sur les besoins liés au handicap, mais on a quand même une idée par rapport à tout ça. Et puis après, il faudra un peu de courage. Et le courage, c'est quoi? C'est du courage par rapport à qui paye quoi, où est-ce qu'on trouve les moyens supplémentaires. Quand on dit on crée une 5e branche, mais en même temps on ne veut pas lever l'impôt supplémentaire, ça va être compliqué quand même. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on supprime pour pouvoir donner les moyens réels de cette 5e branche. Sinon, on va créer des frustrations complémentaires. C'est-à-dire que là, on a tous été heureux de voir enfin arriver cette 5e branche qu'on nous appelions de nos voeux. Nous étions un peu dubitatifs sur le montage. Nous le sommes encore plus au regard du PLFSS là. Mais si, au bout du bout, la loi autonomie continue de traîner en longueur, pour ne plus être le marqueur social de ce quinquennat, mais être le marqueur social peut-être de l'éventuel futur quinquennat, pose question. Et si il n'y a pas de courage politique pour aller chercher d'autres moyens de financement pour compléter le budget de cette branche, ça va poser problème. Ça ne tiendra pas. Ça ne peut pas tenir. Dominique Monneron, peut-être un mot sur ces questions de financement pour
Pour terminer sur le sujet. Oui, justement, mais je voudrais réagir là-dessus. C'est que, et sur les deux propos, ceux de Marie-Reine Tillon et de Jérôme Voiturier, c'est bien le sujet, quoi. Si la cinquième branche n'est que l'habillage de la situation actuelle, ça sert pas à grand chose. Je veux dire, tout ça, on le connaissait, on sait comment ça marchait, ou comment ça avait du mal à fonctionner, et on sait les moyens qui nous manquent, etc. Donc, la cinquième branche, elle a une raison d'être si elle est le socle, la base d'une nouvelle approche de ce risque de perte d'autonomie. Parce que si c'est pour faire comme avant, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Et non seulement ça va pas servir à grand chose, mais on va passer un temps infini à vouloir à tout prix mettre dans une même boîte des choses qui viennent de sources différentes, etc. On voit bien le débat qu'on a sur la question de la prise en compte des ressources des collectivités territoriales. Et j'entends bien ce que dit Jérôme, et Jérôme a raison sur le constat de la réalité aujourd'hui. Mais c'est peut-être aussi des choses que la cinquième branche interroge. Je vais juste prendre un exemple simple, qui est bien connu, qui est celui de la partie dite dépendance dans la tarification des EHPAD, à côté du risque soins et du risque hébergement. Bon. On a créé une réforme en disant c'est de la responsabilité des collectivités territoriales. Je le redis au titre de l'aide sociale, et c'était un petit biais. On a créé donc une responsabilité des collectivités territoriales en disant aux collectivités territoriales, vous pouvez définir les conditions dans lesquelles vous prenez en charge cette dépendance. Moralité, on s'est retrouvé avec des écarts de prise en charge du même risque de dépendance d'un département à l'autre, qui ont rendu les choses complètement ingérables et complètement injustes sur le territoire national. Je suis désolé, mais qu'on l'accepte ou pas, enfin, je pense qu'il faut être cohérent, quoi. À partir du moment où on dit qu'on a une cinquième branche qui couvre un risque national, ça veut dire qu'on va couvrir ce risque de la même façon partout sur le territoire. Et dans ces conditions, est-ce que c'est bien cohérent que les collectivités territoriales, dans une logique de décentralisation, continuent à porter une partie de ce risque? J'en suis pas sûr. Voilà. Bon, alors évidemment, quand on se pose ce genre de questions, on va commencer à mettre en jeu plein de positions acquises, plein d'habitudes enracinées, plein de processus qui existent depuis des dizaines d'années. Mais si c'est pas pour se poser ce genre de questions, je crains un peu que, encore une fois, la cinquième branche soit au mieux un coup d'épée dans l'eau, au pire une façon de se compliquer la vie par rapport à une situation qui était déjà complexe. Et vous faites justement très bien là du coup la transition des questions de financement vers les questions de gouvernance. Effectivement, donc vous soulignez l'inéquité des prestations sur l'ensemble du territoire, qui interroge donc la pertinence de maintenir ces compétences au niveau des départements. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre si on considère que ce ne sont plus les départements qui doivent être responsables de cette prise en charge de la perte d'autonomie? Est-ce qu'on peut imaginer des caisses locales ou alors un transfert partiel aux agences régionales de santé? Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre? J'imagine que c'est tout nouveau. Voilà, qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux et résoudre ces inégalités qu'on observe aujourd'hui? Je ne sais pas qui veut se lancer sur le sujet. Merci. Ce projet, il n'arrive pas en plus, il arrive dans une période spécifique. Il arrive dans une période où on a une crise Covid et on s'est bien rendu compte que une politique nationale ne fonctionne pas, des collectivités territoriales seules ne fonctionnent pas. À la suite du premier confinement, qui n'est malheureusement pas le dernier, on a eu tout un débat, enfin il est apparu tout un débat sur ARS, pas ARS, conseils départementaux, pas départementaux, des prises de position de l'ADF disant en gros on finance, on sait faire, donnez-nous le bébé et on saura gérer. Et par ailleurs un souci d'égalité territoriale qui faisait qu'il y avait une nécessité d'avoir une politique nationale. C'est vrai que la différence à l'heure actuelle, et c'est ce qui manque dans le projet, c'est que
pour les caisses, pour la CNAM, vous avez les CARSAT, vous avez les CPAM, pour les CNAM, vous avez CARSAT. Voilà, bon. Là, à l'heure actuelle, on a une CSA, enfin une CNSA, pardon, nationale, et on ne sait pas très bien qui va gérer la chose territorialement. Il peut apparaître dans les projets que les MDPH renouvelés, les maisons départementales de l'autonomie, pourraient être ce lieu. Pourrait être ce lieu parce qu'il faut associer dans la gouvernance territoriale, bien sûr les conseils départementaux, mais aussi les ARS, mais aussi les acteurs, et j'insiste sur les acteurs. Les acteurs, ce sont les 3 personnes que vous avez autour de la table, enfin de l'écran, ce sont les personnes concernées, ce sont les financeurs. Donc, la révolution des MDPH, transformation en maison départementale des personnes en situation de handicap en maison départementale de l'autonomie, peut être un vecteur qui permettra d'avoir une déclinaison territoriale. Mais pour le moment, on est vraiment au milieu du gué ou du chemin, à la fois dans un PLFSS qui amorce les choses et dans une attente d'une loi autonomie qui est, à ma connaissance, pas obligatoirement programmée. Il y a quand même un très mauvais signe, je tiens à le dire. On nous avait dit qu'il devait y avoir un LAROC de l'autonomie qui devait justement réfléchir à tout ça. Ça fait c'est silence radio depuis un certain temps sur le LAROC de l'autonomie. J'ai bien peur que ce soit une occasion perdue. Marie-Reine Tillon, peut-être sur les questions de déclinaison territoriale, qu'est-ce que vous pourriez imaginer si on considère que ce ne sont plus les départements qui doivent garder la totalité de la prise en charge de ce risque? Nous pensons que ça ne veut pas dire, enfin, autant on insiste sur le fait qu'il y a une nécessité d'équité territoriale. C'est évident. On parlait de l'universalité tout à l'heure. L'APA et la PCH sont des droits. Mais qui dit droit dit égalité du citoyen devant la loi, donc dit égalité dans l'accessibilité aux droits. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Donc, il y a un moment où il faut remettre les choses au carré par rapport à cela. Alors, ou bien on enlève la compétence au département. Est-ce qu'on est prêt à aller jusque-là? Et je pense que non. Clairement non. Je pense que le gouvernement actuel n'est pas prêt à faire ça. Et nous ne sommes pas non plus favorables à cela, en ce sens où, effectivement, les départements sont l'échelon de proximité. Et il y a une pertinence à ce qu'il y ait une compétence sociale, une compétence de solidarité qui soit exercée au plus près des personnes. Je pense que c'est beaucoup plus pertinent plutôt que de se dire, et ce seront les ARS qui vont gérer avec un regard qui, en plus, a un regard extrêmement, pardonnez-moi l'expression, mais sanitaro-sanitaire et établissement centré, quoi. Enfin, je vous le fais un peu court, mais c'est ça. Donc, il faut remettre un peu de perception territoriale dans tout ça. Mais quand on a dit ça, il faut trouver le moyen quand même de mettre un cadre national suffisamment strict et surtout les moyens de contrôle pour faire en sorte qu'effectivement, il y ait équité des droits et faire en sorte que les départements ne fassent pas ce qu'ils veulent et que si vous êtes en GIR, si vous êtes à un certain niveau de dépendance, que vous soyez à Brest, à Strasbourg, à Marseille, vous soyez pris en accompagnement de la même manière. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, bien loin de là. Il faut choisir son département quand même. Et c'est la même chose pour les services, en ce qui nous concerne, nous, pour les services à domicile qui accompagnent les personnes en fragilité. Il y a intérêt à choisir là aussi son département d'implantation. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de départements qui aujourd'hui détarifient même les services. Donc, nous sommes plutôt pour cette idée de garder l'échelon départemental, mais avec un vrai cadre, avec une vraie gouvernance collaborative, partenariale. Ce que disait Jérôme tout à l'heure, il y a une CNSA qui fonctionne très bien au niveau national avec autour de la table, enfin qui fonctionne très bien, ça pourrait toujours aller mieux, mais bon, qui fonctionne bien, avec une vraie implication des différents acteurs. Et je pense que ça, on peut le décliner à l'échelon départemental.
Alors, ou bien ce sont des agences de la CNSA sur les territoires, mais on va réinventer encore un nouvel outil, ou bien on fait en sorte qu'il y ait partout des maisons de l'autonomie et non pas des MDA virtuels comme il en existe dans certains départements, mais des vrais MDA, maisons de l'autonomie, qui prennent en compte ce qui relève du handicap, ce qui relève du grand âge et qui soient co-gérés par l'ensemble des partenaires, y compris par les usagers. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que Monsieur Monneron, vous souhaitez… Oui, merci Aude. Oui, je voudrais réagir par rapport à ces éléments-là et effectivement pour clarifier mon propos, mais en allant dans le sens de ce que disait en particulier Marie-Reine à l'instant. C'est il y a cette nécessité d'équité. Je crois d'ailleurs que c'est de ça qu'il faut partir. C'est que on a un risque de perte d'autonomie. Et encore une fois, qui doit être évalué aussi bien dans les situations de handicap que dans les situations de grand âge. Et d'ailleurs, les situations de grand âge dont on parle, c'est des moments où les comorbidités dont vous souffrez du fait de l'âge vous handicapent. Hein. Donc, à un moment donné, il ne faut pas trop vouloir distinguer les deux à ce point. Mais donc, il y a un besoin de compensation de la perte d'autonomie. Ce besoin de la compensation de la perte d'autonomie, il peut s'évaluer et que vous soyez à domicile, dans votre domicile, que vous soyez dans un domicile intermédiaire, genre résidence autonomie ou foyer ou habitat inclusif, ou que vous soyez en établissement plus intense, comme le sont les femmes, les MAS, les EHPAD, etc. De toute façon, il y a un risque de perte d'autonomie, il y a des coûts de compensation de cette perte d'autonomie. Moi, quand je veux simplifier, je regarde ce qui se passe dans les EHPAD ou dans les SPASAD à la limite, on est aux alentours de 50 € par jour. Quoi, hein. Bon, il y a besoin, et je cite ce chiffre à dessein parce que il n'y a pas de raison que ce soit pas 50 € par jour partout en France, hein, pour toutes les personnes qui souffrent de cette perte d'autonomie. Donc, il y a besoin de définir, je le dis avec mes mots, mais c'est la même chose que ce que dit Marie-Reine, une règle nationale qui est une règle de compensation de la perte d'autonomie. Après, qui bénéficie de ces prises en charge? Comment est-ce que c'est organisé? Bien sûr qu'il faut un échelon territorial. Bien sûr qu'en particulier, on a aujourd'hui des centres sociaux, des départements qui traitent les situations individuelles d'un certain nombre de personnes. On a les MDPH qui traitent la situation des personnes handicapées de façon plus ou moins personnalisée. Hein, ça fait partie des sujets, mais bon. On a bien ce dispositif. Et ce dispositif, il devra continuer à exister, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que le bras armé, en particulier vis-à-vis des bénéficiaires, ça restera toujours un échelon local. Et cet échelon local, il peut très bien continuer à être celui des départements, qui ont leurs différentes antennes de contact social, comme on a des CCAS ou d'autres structures. Enfin bon, mais effectivement, on voit bien que là, les collectivités locales ont un rôle à jouer dans l'allocation au détail des moyens aux bénéficiaires de la compensation de la perte d'autonomie. Mais encore une fois, à condition que les règles soient des règles universelles, d'une part, et donc que d'une façon ou d'une autre, il y a un pot commun des ressources, parce que sinon on n'y arrivera pas. Et du coup, en faisant attention aussi à pas trop morceler les approches. C'est-à-dire que ce qui est vrai pour le dialogue avec les bénéficiaires individuels, hein, les personnes concernées, est pas forcément nécessairement vrai pour les différentes structures qui interviennent pour apporter la prestation de perte d'autonomie. Et donc là, aujourd'hui, on a différentes structures qui interviennent et qui, d'une façon ou d'une autre, doivent être plus ou moins régulées, mais à partir du moment où on universalise les ressources disponibles, après à chacun d'être géré au mieux en fonction de la ressource disponible pour apporter
le service rendu. Et c'est là où on peut se poser la question de savoir si la meilleure formule est que ce soit les départements qui pilotent les structures. C'est entre autres un peu des choses qu'on commence à voir émerger sur la distinction entre le back-office qui serait les établissements et les structures et ce qu'on appelle le front-office, donc le service au public, qui là serait rendu par les départements. Et je pense que ça, c'est effectivement une approche qui se défend assez bien. Et je vois qu'il y a plusieurs questions qui se posent là que je vais regrouper sur ce que cette branche, la création de cette 5e branche pourrait changer pour les personnels donc, qui sont au contact des personnes en perte d'autonomie. Et avec notamment une question de Claude, les personnels d'EHPAD et les auxiliaires de vie seront-ils encore les oubliés? Donc j'imagine les oubliés, notamment on pense au Ségur récemment. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité dans un premier temps, si on veut mieux prendre en charge les personnes en situation de perte d'autonomie, est-ce qu'il ne faut pas d'abord aussi faire attention aux salariés qui s'en occupent et qu'est-ce que là les discussions en cours, etc., peuvent permettre d'espérer? Tant est qu'on puisse en espérer quelque chose. Alors, on va peut-être changer l'ordre pour que ce ne soit pas toujours Jérôme Voiturier qui se lance le premier. Je ne sais pas qui. Là, je suis sûr que Marie-Reine a beaucoup de choses à dire, donc allez-y, Marie-Reine. On vous laisse la parole. Merci. Oui, lorsqu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait vraiment les moyens et des moyens supplémentaires dans cette 5e branche, ça voulait évidemment dire qu'il faut inclure les moyens nécessaires pour de véritables revalorisations salariales. On ne peut pas aujourd'hui continuer sur la lancée où on est. Ça fait, pour ce qui nous concerne, nous, le domicile, ça fait maintenant des années que l'on a réclamé des revalorisations salariales. Nous avions jusqu'à la semaine dernière, on va dire, nous avions 17 catégories de la convention collective qui étaient en dessous du SMIC. 17 catégories. Nous avons fait un grand pas, nous en sommes à 10 catégories aujourd'hui, puisque l'avenant 44, alors je ne vais peut-être pas insister sur les différents types d'avenants, mais il y a eu une revalorisation du point qui fait qu'il y a 10 catégories qui sont en dessous du SMIC. Ce n'est pas entendable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir des discours sur la qualité de l'accompagnement des personnes qui sont en fragilité, sur la nécessité d'avoir des professionnels qui soient dûment formés, et en même temps ne pas donner les moyens de les payer correctement. On ne peut pas envoyer des personnes qui sont en précarité et qui souffrent de leur précarité pour s'occuper des plus fragiles. Enfin, il y a quelque chose, on marche complètement sur la tête. Donc, effectivement, nous réclamons à corps et à cri une revalorisation salariale. La branche, c'est-à-dire les 4 fédérations pour ce qui nous concerne de la branche du domicile et l'ensemble des organisations syndicales qui sont autour de la table ont signé un avenant en début d'année qu'on appelle l'avenant 43 qui permettrait une revalorisation de 15% des salaires. Le minima, c'est qu'on y arrive. C'est le minima. Aujourd'hui, nous attendons l'agrément. Il a été retoqué la semaine dernière par la Commission nationale d'agrément. Au motif qu'une fois de plus, on n'avait pas les moyens et parce que l'État nous renvoie vers les départements et que nous, le domicile, nous sommes la balle de ping-pong permanente entre l'État et les départements, ce n'est pas possible. Ça, il faut en finir avec ce genre de jeu de ping-pong, effectivement. C'est une fois pour toutes, on crée une branche, on met les éléments qu'il faut, les moyens qu'il faut pour l'accompagnement, que ce soit en établissement, que ce soit au domicile, et on arrête de jouer avec c'est du ressort de Pierre, c'est du ressort de Paul. Et par contre, il faut effectivement, la personne qui posait la question a tout à fait raison, il faut effectivement donner les moyens. Je dois rappeler, vous parliez du Ségur, le Ségur, encore une belle initiative que celle-ci, c'est très bien pour un certain nombre d'établissements et il y en avait besoin de cette revalorisation. C'était nécessaire et loin de moi l'idée de dire qu'il ne fallait pas le faire. Mais par contre, le résultat des courses, c'est quand même que comme on n'a pas touché au salaire dans le domicile, aujourd'hui, quand vous êtes aide-soignante à domicile ou quand vous êtes aide-soignante en établissement, il y a 300 € d'écart. Donc aujourd'hui, le résultat du Ségur, c'est que l'on est en train de vider
les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, parce que des aides-soignantes qui sont là depuis 20 ans, depuis 25 ans, nous disent, écoutez, on adore travailler avec vous, mais on a une famille à nourrir, donc on s'en va. Et ça, ce n'est pas entendable. Alors là encore, il va falloir que l'ensemble de ces éléments soient pris en compte dans le cadre de la branche. Et ça veut dire, parce qu'on n'est pas allé au bout tout à l'heure, on a fait une architecture dans le cadre du PLFSS, mais il était bien entendu qu'il y ait une loi derrière, une loi autonomie derrière, qui réforme le système, un certain nombre de statuts d'établissements et de services, mais qui réforme aussi le système de financement. Et ça, c'est absolument indispensable que ça arrive sur 2021. Oui, je ne peux que rebondir sur ce que dit Marie-Reine. Je crois que la logique d'universalité qu'on appelait tout à l'heure pour les bénéficiaires, hein, encore une fois, quel que soit l'endroit où ils résident, effectivement, qui relève du handicap ou du grand âge, qui n'est qu'une distinction administrative au fond, hein, je veux dire, quand on remonte sur l'historique, et après qui est maintenu pour des raisons de contraintes financières évidentes vu les différences de financement qui existent dans l'univers du handicap par rapport à celui du grand âge. Mais à l'évidence, il y a un besoin d'universalité. Là, je voulais juste donner un témoignage qui est un témoignage d'opérateur. La Fondation Partage et Vie gère à la fois des établissements personnes âgées, des établissements personnes handicapées, des services à domicile. On a passé un accord au titre, enfin, on a pris une décision au titre de la FEAP pour pouvoir appliquer le Ségur. Là, on a le droit de le faire, qui est dans les EHPAD. Et moralité, si vous voulez, si j'applique le Ségur à l'ensemble des collaborateurs de Partage et Vie, ça représente 20 millions d'euros en année pleine. Et pour l'instant, je n'ai que 17 millions d'euros parce qu'on ne va me financer que pour les EHPAD et les résidences autonomie. Et moralité, soit Partage et Vie se met en déficit de 3 millions d'euros pour arriver à traiter tout le monde de façon équitable, soit on crée des situations de différence de traitement qui sont insensées. Elles sont insensées d'ores et déjà aujourd'hui parce que, par exemple, on a des situations où on a à la fois un foyer d'accueil médicalisé et un EHPAD qui travaillent ensemble dans le même bâtiment. Et donc, on va avoir des collaborateurs qui, dans le même bâtiment, vont pas être payés de la même façon. Et puis, on est en train de dire que il faut avoir un virage domiciliaire, qu'il faut faire fonctionner l'EHPAD plateforme, que l'EHPAD doit s'ouvrir sur le monde extérieur. Et on va se retrouver avec les difficultés que soulignait Marie-Reine, selon l'endroit où vous travaillez et les services dans lesquels vous travaillez, vous êtes plus ou moins payé. C'est totalement ingérable. Je pense qu'il y a deux sujets. D'abord, pour répondre à Dominique sur l'application du Ségur à la Fondation Partage et Vie, je pense que les administrateurs du conseil de Partage et Vie ne seraient pas contents. Je dis ça parce que je suis membre du conseil d'administration de la Fondation. Mais je pense qu'il y a deux sujets de manière plus sérieuse. Le premier, en effet, sur la rémunération. Patrick Outreline l'a rappelé dans la table ronde précédente. Moi, ça fait pourtant longtemps que je suis dans le champ, dans le secteur. J'étais très très surpris de savoir que 17,5% des personnes qui travaillent dans l'aide à domicile sont sous le seuil de pauvreté. Les personnes qui travaillent. Donc ça pose quand même une question. On a tous applaudi, on a tous fait Maintenant, je pense que il n'y a pas une réunion où les ministres nous saluent pas à l'action des uns et des autres. C'est très bien, mais il va falloir passer aussi à des choses un peu plus sérieuses financièrement. Deuxième point aussi, je crois, qui est très important, c'est sur le sens de l'action des travailleurs dans le milieu médico-social et social. Il se trouve que là aussi, professionnellement, avant, j'étais dans la fondation Caisse d'épargne pour la solidarité, qui était l'ancêtre de la fondation Partage et Vie, et donc j'étais en contact avec l'ensemble des directeurs et des intervenants. On voit une transformation des métiers depuis une vingtaine d'années. C'est devenu une succession d'actes millimétrés, chronométrés, dans lequel l'aspect humain, je ne dis pas disparaît, mais en tout cas est mis et n'est pas valorisé. Je crois qu'il y a une nécessité aussi d'avoir une réflexion globale
enfin je pense, enfin nous sommes plusieurs, à avoir une réflexion globale sur le sens des métiers, sur le fait que l'efficacité économique est certes intéressante, certes importante, nécessaire, mais que ce sont d'abord des métiers humains et l'aspect humain doit surtout réapparaître et ne pas disparaître au détriment d'une doxa budgétaire. Oui, donc effectivement, un besoin, au-delà des revalorisations de salaire, un besoin de porter enfin, un besoin de reconnaissance tout simplement de ces métiers, de l'utilité sociale qu'il comporte, etc. On le voit bien, effectivement, c'était le sujet de la table ronde précédente sur ces métiers dits de premiers de corvée qu'on a applaudis, etc., et qui sont pourtant toujours dans des situations très, très, très compliquées. Dominique Monon, vous parliez de cette volonté d'arriver vers une sorte d'EHPAD plateforme. Il m'est venu la question de savoir justement comment est-ce qu'on améliore la complémentarité entre les EHPAD et les services à domicile aujourd'hui qui fonctionnent chacun comme deux silos, avec on voit des disparités qui se créent complètement hallucinantes en termes de rémunération, etc., qui contribuent encore plus à renforcer cette dualité entre ces deux milieux-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette complémentarité-là et de fait fluidifier le parcours des personnes qui sont prises en charge? J'ai un peu donné les clés. Hein. Je crois qu'effectivement, ce qui est important, c'est que les conditions de prise en charge de la perte d'autonomie soient équivalentes, quel que soit le lieu où se trouve la personne qui subit cette perte d'autonomie. Hein. Et il ne faut pas que vous ayez des aides différentes selon que vous êtes en établissement ou dans telle catégorie de logement ou à votre domicile. Voilà. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Et encore une fois, si la cinquième branche doit servir à quelque chose, c'est à ça, c'est à homogénéiser cette prise en charge. Voilà. Ça c'est la première réponse fondamentale. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, alors on a simplifié les choses parce que si on peut avoir des collaborateurs avec les mêmes compétences, rémunérés à peu près dans les mêmes conditions pour apporter le même service aux bénéficiaires où qu'ils résident, ça devient une question d'organisation. Alors, c'est pas simple parce que nous avons tous nos structures, que il faut les faire coexister, il faut les faire coordonner et il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres. Nous, on fait l'expérience à partager vite de la façon dont on peut essayer de faire fonctionner ensemble nos établissements avec notre service d'aide à domicile dans le Douaisis. Bon, il y a des progrès, c'est pas totalement évident. On voit que il y aurait quand même un vrai avantage parce que ça permettrait de mettre un petit peu de variété dans les conditions d'emploi de nos collaborateurs, que de temps en temps, un certain nombre de collaborateurs qui sont au domicile aimeraient bien travailler un peu en établissement. Dans l'autre sens, des collaborateurs qui travaillent en établissement préféreraient pendant un certain temps aller à domicile, que on peut jouer sur l'appui sur l'EHPAD pour des services de restauration ou de choses comme ça. Enfin voilà, il y a tout ce travail-là qui est à réaliser, qui prendra du temps, parce que encore une fois, ça suppose d'installer de la coopération entre différents acteurs et où il ne s'agit pas de dire qu'il y a un modèle unique. Encore une fois, hein, le tout établissement n'a pas de sens, le tout domicile n'a pas de sens. C'est-à-dire que de toute façon, il faudra répondre à différents types de besoins. À l'évidence, plus on peut rester dans son domicile, mieux on se porte, et donc il faut le faire. Mais à l'évidence aussi, il y a un certain nombre de personnes, qu'elles soient des personnes handicapées ou qu'elles soient des personnes âgées, qui ne pourront pas rester dans un domicile individuel parce que leur état de santé et les soins qu'elles réclament rendent ça impossible. Et dans ce cas-là, elles seront en établissement. Mais il faut arriver à bien organiser ce parcours. Voilà. Jérôme Voiturier, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet de la complémentarité entre les différents types de prestations, entre guillemets? Non, moi, s'il y avait un seul avantage, ce n'est pas le seul, mais un seul avantage à la création de cette cinquième branche, ça va peut-être être l'arrêt des barrières d'âge.
On a déjà la barrière d'âge de 75 ans qui n'existe plus et la barrière d'âge, je l'espère, de 60 ans. En gros, pour faire simple, et vous allez comprendre, le sujet est simple, c'est que dans le dispositif, le dispositif actuel, une personne qui a 59 ans, enfin 62 ans et 364 jours est considérée comme une personne en situation de handicap et du jour au lendemain, elle est considérée comme une personne âgée. Avec un changement de dispositif, un changement de repère, un changement de compétences des uns et des autres. C'est juste incompréhensible. Si on arrive à avoir ne serait-ce qu'une branche autonomie, j'ose même pas dire un risque, mais une branche autonomie qui permette une continuité de parcours de la personne et dont le point central, ce ne soit pas le dispositif, ce soit la personne et les besoins de la personne, ce sera déjà un très très gros progrès. Quand on lit le rapport Vachet, il y a d'abord, il met en préambule les points nécessaires pour créer un risque. Le point nécessaire, c'est d'abord d'avoir une meilleure efficience économique et une meilleure compréhension du système. Là, à l'heure actuelle, je mets au défi quiconque d'avoir une lecture globale, compréhensible de l'ensemble du dispositif. Je reviens sur le point précédent. Je mets au défi quiconque de m'expliquer, moi j'y arrive pas, je l'avoue très humblement, de m'expliquer la politique sur les primes faites pour les personnels en fonction des statuts, en fonction des établissements, en fonction des régions, en fonction des départements, les primes suite premier confinement, c'est incompréhensible. Alors, bon. Donc, plus de lisibilité, plus de facilité de compréhension pour les personnes et même pour les intervenants sociaux. Il se trouve que on est plusieurs, je crois, à siéger au Conseil du travail social. Les professionnels nous disent, voilà, on a des dispositifs qui s'accumulent, c'est le millefeuille, c'est même plus un millefeuille, c'est une encyclopédie. Et là, on n'arrive plus à être à jour, enfin à comprendre les dispositifs tels qu'ils s'intègrent les uns par rapport aux autres. Alors on crée des nouveaux dispositifs sans éteindre les précédents. Voilà, s'il y avait au moins un intérêt, il y en a plusieurs, mais l'intérêt principal que je vois sur cette cinquième branche, c'est vraiment de créer une fluidité et une lisibilité. D'accord. Et Marie-Anne Filon, est-ce que vous souhaitez terminer sur ce tour de table peut-être, est-ce que vous partagez ce besoin de flexibilité et qui permettrait d'éviter cette organisation en silo, etc., qui est beaucoup effectivement repris dans le rapport Vachet. C'était beaucoup critiqué, cette organisation-là qui perd les personnes, tout simplement. Ça paraît assez évident. Alors, on y travaille déjà tous. Hein, depuis déjà, on n'a pas attendu que la création de la cinquième branche pour travailler à des décloisonnements entre établissement et domicile, que ce soit dans le domaine de l'âge ou que ce soit dans le domaine du handicap. Ça existe déjà. Par contre, ce qui n'existe pas, là où ça ne suit pas, c'est au niveau des financements. C'est-à-dire les temps de coordination souvent ne sont pas payés. C'est au niveau d'un certain nombre de règles, effectivement, qui font que ça pose souci si une personne fait des allers-retours entre établissements et domicile. Donc, c'est ça qu'il faut essayer de mettre en œuvre. C'est à la fois, la notion de parcours, c'est le parcours de l'usager. C'est-à-dire que c'est le droit pour la personne de choisir son lieu de vie. Et vous, comme moi, nous avons déménagé plusieurs fois. Et pourquoi est-ce que, parce que l'on est en situation de handicap, pourquoi est-ce que, parce qu'on est arrivé à 75 ans, on n'aurait plus envie de déménager? Pourquoi est-ce qu'une fois pour toutes, il faudrait que qu'on choisisse le domicile ou l'établissement? Et puis si on choisit l'établissement, c'est jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'on n'aura pas le droit de faire retour en arrière. Ça, c'est totalement inacceptable. Il faut à un moment donné prendre en compte le fait que les gens, eh ben, ils vivent, ils font des choix différents et qu'ils puissent être accompagnés de la même manière par des personnels qui sont qualifiés, quels que soient leurs allers-retours entre établissement et domicile. Et puis ça va dans le sens de l'histoire aussi. C'est vrai pour le handicap, par exemple, où la France s'est quand même bien fait taper sur les doigts par l'ONU dans un rapport il y a 2 ans ou 3 ans maintenant peut-être, parce qu'elle avait une orientation beaucoup trop établissement, et donc l'ONU considérant que c'était quelque part entre guillemets privatif de liberté d'envoyer les personnes systématiquement en établissement. Du coup, Madame Cluzel, à juste titre, a donné quelques injonctions pour faire le virage inclusif. Ok, mais le virage inclusif, faisons-le. Donnons les moyens, effectivement, de faire des allers-retours, là encore, dans le domaine du handicap, et quel que soit l'âge, entre établissement et domicile. Décloisonnons,
je parlais des financements. Il y a 2 ans, je crois que c'est dans le PLFSS d'il y a 2 ans, est sorti un fameux article dit article 51 qui était supposé révolutionner les choses parce que nous allions pouvoir décloisonner les financements entre le sanitaire et le médico-social. Nous avons été quelques-uns à déposer des projets dans ce cadre-là. Nous y sommes toujours parce qu'il y a toujours une virgule qui ne va pas bien au niveau des administrations centrales. Donc, il y a un moment où quand même, il va falloir trouver le moyen de donner de la fluidité et pas seulement en parole, mais en actes et en moyens. Et là, je rejoins mes collègues. S'il y a peut-être un endroit où on puisse trouver cette fluidité, c'est peut-être dans la mise en œuvre de cette 5e branche et donc dans la future loi. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup pour cet aperçu. Alors, je vois qu'il nous reste donc un peu moins de 10 minutes, 7 minutes pour être précise, parce que j'ai des contraintes très strictes sur l'heure de fin. Alors, il y a une question qui a été posée à laquelle il est difficile de répondre en si peu de temps. Comment la dépendance est-elle organisée dans les autres pays européens? Mais je me demandais si ça pouvait pas être l'occasion de mentionner si certains d'entre vous ont juste des exemples de certains types de bonnes pratiques dont on pourrait s'inspirer dans le cadre de toutes les discussions là, qui vont avoir lieu sur la 5e branche. Voilà, est-ce que vous avez comme ça des choses assez concrètes qui ont été mises en place à l'étranger qu'on pourrait appliquer, alors que ce soit en termes de gouvernance, en termes de financement, de complémentarité entre les différents, entre le domicile et puis des institutions? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous parlent ou pas? Marianne, ton micro. Oui, j'ai l'impression que je me demandais si vous essayiez de parler ou pas. Je disais, c'est un peu compliqué parce que chaque pays a son architecture, son organisation, sa culture. C'est un peu compliqué. J'ai en tête, par exemple, l'exemple de la Norvège et d'un certain nombre de pays nordiques où la culture est d'abord domiciliaire. Et où effectivement, il y a un certain nombre de règles nationales et ensuite, alors l'État donne des règles et ensuite ce sont les municipalités, mais alors qui n'ont pas tout à fait le même format non plus qu'ici. Enfin, j'ai envie de dire les municipalités qui s'apparenteraient un peu aux communautés de communes Autonome. françaises. Enfin bon, à quelque chose près, hein, c'est pas. Et donc, ce sont les municipalités qui doivent mettre en œuvre ces politiques-là sur leur territoire et être au plus près des personnes, avec une vraie organisation au sens du domicile d'abord. Alors forcément, nous, ça nous va bien, hein, mais après, il faut relativiser. Et puis la Norvège, c'est à peu près une population grande comme chez moi en Bretagne, quoi. Donc c'est peut-être pas tout à fait le même rapport. Enfin bon, je n'ai pas forcément d'autres exemples. Je ne sais pas si mes collègues en ont d'autres en tête. Sur les comparaisons, je me méfie énormément parce que, là, comme le disait Marie-Reine, on a des systèmes administrativo-politiques ou politico-administratifs différents. En ce moment, c'est la grande mode de faire une comparaison avec l'Allemagne pour différents sujets. L'Allemagne, par exemple, peut-être le pays que je connais le moins mal des autres pays européens, l'Allemagne, je rappelle, c'est juste un État, enfin, il y a les Länder qui ont un pouvoir totalement différent que peuvent avoir les régions de libre administration. Donc les comparaisons sont un peu plus compliquées que l'État fédéral et pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas, fait qu'il y a une administration des lenders. Après, il y a un autre sujet qu'on peut aussi imaginer, c'est que par rapport à cette question, c'est que on n'a pas parlé des aidants. Et la culture des aidants, il y a une culture, enfin, il y a une approche, on va dire, latine, si je peux me permettre, du rôle des aidants de la famille, sans rentrer dans les caricatures, qui est en une autre mesure que peut l'être dans notre pays. En Angleterre, si c'est le même système que le système d'assurance, enfin l'équivalent d'assurance, le NHS anglais pour la dépendance, vous êtes vraiment là aussi sur des sujets communaux, avec des communes qui ont un pouvoir autonome. Donc bon, moi je pense qu'on a, j'espère pas faire bondir mes deux collègues, je pense qu'on a un système qui, sur le papier, de maillage et d'équité
peut être le meilleur, mais qu'il y a un problème. Il y a juste, enfin, je crois que l'équation principale, c'est d'avoir à la fois la capacité à avoir une égalité de traitement sur l'ensemble des territoires et une équité territoriale pour rattraper les différences territoriales. Donc, on a un maillage administratif qui fonctionne. Bah, on peut critiquer certains trucs, mais on n'a pas de zone blanche totale. On a encore un système où, et c'est très important, où le ticket d'entrée, c'est pas votre carte bleue. Ça l'est de plus en plus. Néanmoins, il faut avoir une sécurité que tout le monde puisse, quel que soit j'allais dire son statut, c'est pas le terme, mais en tout cas sa fortune, puisse accéder à des services de qualité sur l'ensemble du territoire. Ça, je vais certainement là aussi me faire beaucoup d'amis, mais j'ai l'habitude. Je ne souhaite pas que la cinquième branche, ce soit le développement de la Silver Eco. La Silver Eco, c'est nécessaire. Mon ami Luc Brossy ne dira pas le contraire, c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire. Je ne pense pas qu'on doive aller vers un système marchand, uniquement marchand. C'est un marché économique. J'ai pas de problème avec la notion de marché économique. Mais il faut absolument avoir des garde-fous pour que, quelles que soient les réformes qui adviennent sur ces sujets-là, on ait la sûreté que, quelle que soit la possibilité financière et d'accompagnement, la possibilité financière, familiale, que sais-je encore, qu'il n'y ait pas de personnes qui ne puissent pas rentrer dans les dispositifs d'accompagnement liés à la dépendance. Il nous reste 2 minutes. Dominique Monneron, je vous laisse la parole sur ces... Merci, mais je vais rebondir sur ce que vient de dire Jérôme, et je serai peut-être tellement court que je permettrai éventuellement à l'un ou l'autre d'intervenir encore. Je crois qu'au cœur du sujet, cette cinquième branche, c'est l'occasion d'une vraie mutualisation de l'ensemble de ce risque dépendance partout sur le territoire pour toutes les personnes qui sont en situation de perte d'autonomie. Et comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça prouve que cette cinquième branche, sans la loi autonomie dont parlait Marie-Reine, ce sera un coup d'épée dans l'eau. Et merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si quelqu'un aurait un mot à dire en 30 secondes. Ah, si Marie-Anne, je vous laisse la parole. Alors par contre, je pense que le micro... Ah non, c'est bon, votre micro est... 30 secondes. Est branché. Petit clin d'œil sur la Norvège. Il n'y a pas de ministère des personnes âgées ni des personnes en situation de handicap. Il y a un bureau des droits des personnes. Et je trouve que ce serait pas mal en France. Effectivement, c'est assez différent comme type d'approche. Donc, le gong sonne à l'instant, donc vous avez été formidable. Je vous dis un grand merci donc à tous les trois pour vos interventions très riches. Merci également pour les questions du public qui étaient très intéressantes. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous rappelle juste avant qu'on se quitte que donc les journées de l'économie autrement continuent toute la journée demain, donc avec encore plusieurs dizaines de tables rondes sur tout sujet. Il y en a pour tous les goûts, donc n'hésitez pas. Évidemment, tout est en ligne cette année. Donc voilà, je vous redis merci encore une fois et puis à très bientôt. Bonne fin d'après-midi. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.